Alors, bien le bonjour. Dans cette capsule, on va voir davantage le rôle joué par le territoire dans le sentiment national. En effet, le Québec étant une terre des grands espaces, assez peu et récemment peuplée, le territoire, la géographie, le climat ont joué un rôle déterminant sur l'établissement des premiers habitants. Or, comme la plupart d'entre vous êtes montréalais, il est intéressant de voir un peu quelle est la réalité hors de Montréal, une réalité qui est encore profondément ancrée, celle des premiers colons, du mode de vie rural, qui aura un effet énorme sur notre vie culturelle, notre vie sociale et même notre vie artistique. L'appartenance à la nation québécoise, en somme, comme à n'importe quelle nation, repose toujours sur les trois mêmes piliers. Le premier, c'est la conscience de son unité, la connaissance des codes, en somme, des usages, des manières de faire dans une nation. C'est d'abord et avant tout l'histoire qui fournit le matériau à cette conscience de l'unité. La deuxième caractéristique, c'est bien sûr le désir de vivre ensemble. Appartenir à une nation doit d'abord être agréable, sinon on décide d'en renier les usages. Puisque ça doit être agréable et source de satisfaction, on la retrouve d'abord et avant tout dans la culture. Parce que la langue n'est pas qu'un outil de communication, c'est également la poésie, la chanson. C'est une langue qui chante dans notre tête et qui nous procure du plaisir. Il y en a un dernier donc qu'il faut évoquer, c'est bien sûr un espace commun, bénéficier d'un territoire national. Un territoire, c'est ce qui offre bien sûr le lieu d'épanouissement à la nation. Mais le territoire joue aussi un rôle dans la culture et dans l'histoire, dans la mesure où il forge les caractères. Il donne à la nation son identité. Il lui attribue des traits. On n'a qu'à penser au rôle du froid dans la culture québécoise. Vous-même qui avez affronté les hivers québécois, en avez pratiquement fait un test de citoyenneté. Il est commun de dire « je suis devenu québécois le jour où j'ai commencé à aimer l'hiver ». C'est un clin d'œil, là. Il y a bien d'autres manières d'être québécois. Mais il n'y a pas de doute que le territoire, le climat, la géographie, la faune, la flore contribuent autant que l'histoire et la culture à forger l'identité d'un peuple. En tant que Québécois, vous avez entendu parler beaucoup des luttes des Premières Nations, des Autochtones, qui luttent afin de préserver leur territoire. On peut expliquer ce fait du fait que les Autochtones ont longtemps été privés de leur culture et de leur histoire, deux grands piliers de l'identité nationale. Il est tout à fait normal à ce moment-là qu'ils se replient sur leur identité territoriale et luttent fermement afin de conserver leurs droits territoriaux. Ces nations-là que vous allez rencontrer sont réparties sur le gigantesque territoire québécois. Au nord, dans une niche écologique qui correspond à la toundra, on retrouve les Inuits. Au centre, dans la forêt boréale, on retrouve surtout des peuples algonquiens, les Inuits, les Micmacs, les Atikamekw, les Algonquins. Et au sud, vous allez rencontrer des collectivités iroquoiennes, notamment dans la région de Montréal. Or, que se produit-il lorsqu'une nation est privée de son territoire? On pense par exemple à la nation juive, qui, depuis très longtemps, s'est habituée à se perpétuer sur le territoire national des autres nations. On pense aussi aux Gitans, aux Romains Michel. Si vous venez d'Europe ou vous connaissez l'Europe, vous savez qu'on les retrouve dans la plupart des pays européens à partager le territoire national des autres. Une nation privée de territoire peut donc prospérer et se perpétuer. Mais à ce moment-là, elle aura souvent longtemps besoin de compenser par une plus forte identité nationale, par une plus forte référence à sa culture et à son histoire. En somme, vous-même, néo-québécois, immigrants, privés momentanément du territoire national d'origine, vous avez spontanément tendance, en général, à renforcer les usages qui avaient cours dans votre nation d'origine. C'est un réflexe normal et légitime. Lorsque les néo-québécois arrivent ici, qu'ils soient maghrébins, guatémaltèques ou haïtiens, normalement, on va les voir se retrouver en communauté, chercher autour d'eux les frères et leurs sœurs qui leur rappellent leur pays d'origine. Cela, nous le comprenons. Cela est légitime. Dans un premier temps, lorsqu'on est privé de ses assises nationales, de son territoire national, et que désormais on est accueilli dans le territoire d'une autre nation, il est normal, dans un premier temps, de se replier sur sa première identité nationale. Cela ne doit pas effrayer personne et cela est normal. Le processus d'adhésion à une nation relève de l'acclimatation. Tout cela prend du temps. Il y a néanmoins des ingrédients essentiels. Le premier est le désir d'y adhérer, de participer au code, à la vie culturelle de votre nouvelle nation. Le deuxième, c'est que la société d'accueil
comprennent votre réflexe premier, qui est d'abord de vous rassurer dans votre identité initiale. Pas de doute, le Québec est immense, là. Visible de l'espace, borné par trois grandes mers, la baie du Thon, la mer du Labrador et l'océan Atlantique. Le Québec est connu du monde entier. Il serait d'ailleurs le 11e plus grand pays du monde s'il était souverain. Mais la réalité, en fait, derrière, est plus modeste. Parce que la gigantesque péninsule québécoise de 1,2 million de kilomètres carrés se réduit en fait à beaucoup moins si on ne tient compte que de ce qu'on appelle le Québec utile. Le Québec utile, c'est la vallée du Saint-Laurent. Celle, en gros, entre Rimouski et Rigaud, plus généralement entre Montréal et Québec, où vivent encore aujourd'hui 90% de la population québécoise. La réalité, en somme, c'est que cette terre-là fut la première peuplée. Dès l'arrivée des premiers colons européens qui ont rencontré les Autochtones, c'est d'abord sur les rives du Saint-Laurent qu'ils se sont installés et où ils se sont enracinés. À preuve, cette carte de la Nouvelle-France au moment de la conquête, chaque point représentant 50 personnes, montre à quel point le peuplement était rivé aux berges du fleuve Saint-Laurent. Et ça pour très longtemps. Et si maintenant on regarde de plus près comment les habitants qu'on appelait étaient installés sur les rives du fleuve Saint-Laurent, on remarque que même les maisons se retrouvaient à intervalles très réguliers. Vous avez là sur les berges du fleuve Saint-Laurent le type même de l'aménagement, une maison à la tête d'une longue terre allongée qui s'étendait parfois jusqu'à la forêt et d'où on partait ensuite un second rang. C'est ainsi que peu en peu, les colons se sont éloignés du fleuve Saint-Laurent et ont peuplé toute la vallée du Saint-Laurent. Cette vallée du Saint-Laurent n'a pas beaucoup changé depuis. Et cette vue aérienne de Saint-André-de-Kamouraska nous permet encore de voir aujourd'hui les étendues de terre très, très étroites, mais très allongées à l'arrière. Tout cela afin d'assurer à chaque habitant un accès au fleuve qui est la voie essentielle de communication entre les Québécois à l'époque de la Nouvelle-France. Cette carte de l'île d'Orléans, c'est juste à l'est de Québec, telle qu'on l'avait aménagée au 17e siècle. Imaginez, dans les années 1600, il y a plus de 400 ans. Or, si vous regardez les terres déjà très allongées, ce qui était écrit, c'est le nom des habitants qui est installé sur chaque terre. Maintenant, si je regarde sur Google une vue aérienne du même endroit aujourd'hui, comme vous le voyez, ça a très peu changé. Les terres continuent à être divisées selon la vieille tenure autrefois en vigueur qui a profondément marqué, en somme, le territoire du Québec. Un petit village qu'on appelle Batiscan, découpé au 17e siècle en longues terres concédées à des habitants. Regardez de quoi ça a l'air aujourd'hui, ça a très, très peu changé. On retrouve pratiquement le même contour des terres avec souvent les descendants des mêmes habitants qui y habitent toujours. Je vous parle de ça parce que ça aura profondément marqué la culture et l'art québécois. Si on regarde, par exemple, cette vue de Kamouraska aujourd'hui, vue aérienne, et que je mets à côté cette toile d'Antoine Mousseau, un peintre québécois, on est frappé immédiatement par la coïncidence. L'inspiration, en somme, un peintre abstrait qui fait de l'art québécois, mais néanmoins inspiré, veut pas, par les paysages québécois. Il y a un exemple encore plus évident chez un peintre qui s'appelle Jean-Paul Lemieux, qui est un des grands peintres québécois, qui est spécialisé dans ces étendues neigeuses avec des personnages énigmatiques au milieu de paysages perdus. Dans les toiles de Lemieux, on retrouve parfaitement l'aménagement tel que les colons français l'ont pratiqué au 17e siècle. De longues terres dénudées où on a coupé tous les arbres, ne gardant à l'arrière qu'une lisière d'arbres, de bois de boue qu'on appelle, qui permettait en somme d'aller chercher du bois de chauffage ou d'aller chercher le sucre d'érable. On peut dire la même chose d'un des grands peintres québécois, Paul-Émile Bordua, connu mondialement pour sa peinture noir et blanc très contrastée, où on reconnaît clairement l'hiver québécois, le blanc de la neige et le noir sombre de la lisière de bois à l'arrière des concessions forestières. S'il y a un élément qui a encore plus marqué le paysage rural, c'est bien le village. Alors, le village québécois est une création du monde rural. Il est caractéristique du Québec. Dès que vous sortez de Montréal, vous allez être frappé par ces petits villages charmants, au centre duquel on retrouve une église, une belle maison, quelques magasins, et qui se trouvent par centaines à travers le territoire québécois. Ces villages québécois ont profondément forgé la culture et la nation québécoise. C'est un lieu de sociabilité chaleureux où on vous accueille toujours avec cordialité et où l'entraide est toujours de mise.
Les villages québécois, ici peints par Clarence Gagnon, présentent toutefois toujours les mêmes traits. Il s'agit d'une grande rue avec des belles maisons, dominées par l'église qui est au centre. Un chemin qui relie les villages entre eux le long d'un cours d'eau, généralement le fleuve Saint-Laurent. Puis on trace un chemin qu'on appelle la montée ou la côte, qui, elle, va vers l'intérieur, à partir duquel, en somme, se dessine le centre du village. Le centre du village, c'est d'abord et avant tout son moulin, le moulin où on va moudre le grain, puis s'ajoute à ça un quai, une auberge, un magasin, une école et bien sûr une église qui domine bientôt le monde villageois et finit par ordonner son nouveau centre. Autour de l'église, donc, se met en place une vie sociale dominée par les professionnels, l'avocat ou le médecin du village et quantité d'agriculteurs qui vivent tout autour et qui vont une fois par semaine au moins au village, notamment pour la grand-messe du dimanche. On le voit ici dans le village de Saint-Eustache, au nord de Montréal, qui est aujourd'hui une ville, mais qui autrefois est un village comme les autres, avec la Grande Côte qui agit comme un chemin, qui croise la rue Saint-Eustache, qui est une montée, le long d'une petite rivière, la rivière du Chêne, qui alimente un moulin. De même manière, à Saint-Charles, le chemin croise une montée qui va vers Saint-Hyacinthe. À Saint-Marc, le chemin croise une montée qui va vers Verchères. On le retrouve aussi à Saint-Marc, Saint-Charles, qui se font face avec des montées qui partent et qui desservent les habitants qui vivent partout autour. Même si Montréal est aujourd'hui une grande ville, elle était autrefois organisée exactement comme un village québécois, où le chemin était occupé par ce qui est aujourd'hui la rue Notre-Dame, était le chemin du roi, avec des montées qui s'appellent aujourd'hui Boulevard Saint-Laurent, Côte-de-Liesse, Côte-Vertu, qui montent vers l'intérieur des terres. Même encore aujourd'hui, le tracé du métro de Montréal reprend à sa manière le tracé des vieilles routes villageoises, la ligne verte du métro, longeant à peu près le chemin du roi, de la rue Notre-Dame, et la ligne orange, arpentant ce qui est aujourd'hui l'ancienne montée Saint-Laurent et la montée des Carrés. Revenons dans notre campagne québécoise pour remarquer un des traits les plus typiques et sympathiques de la culture québécoise, cette habitude de toujours se tenir dans la cuisine. Vous le verrez encore aujourd'hui en 2021, dans les maisons québécoises, c'est dans la cuisine que les gens se retrouvent, où on mange la plupart des repas, où bien sûr la mère et les enfants se retrouvent, mais également les hommes pour parler, deviser, échanger. La cuisine est historiquement un lieu focal de la maison québécoise. D'abord parce que c'était la plus grande pièce, et surtout aussi parce que c'était là qu'on retrouvait le poêle, le fameux poêle à bois. C'était la seule source de chaleur dans les maisons où on devait grelotter l'hiver. Prenons-nous bien. Puisque les chambres étaient glaciales et qu'il n'y avait pas vraiment de salon, c'est autour du poêle que toute la vie de la famille s'organise. Et c'est là qu'on invite les parents, les amis, en somme, où on se retrouve pour jaser, bien sûr, fêter, mais aussi travailler, faire la cuisine, aiguiser les outils ou réparer les machines. Ce trait-là est devenu à ce point typique qu'on ne peut pas envisager une fête dans une maison québécoise sans que ça se déroule dans la cuisine. Il n'est donc pas étonnant que lorsque des Québécoises et des Québécois ont inventé un genre télévisuel qui s'appelle le téléroman, que le premier décor ait tout naturellement été campé dans la cuisine. Ainsi, par exemple, ici, la famille Plouffe, presque l'ensemble des épisodes se déroulait dans une seule pièce, la cuisine. Traditionnellement, l'endroit où se nouent et se dénouent les affaires de famille et où les gens se retrouvent tout naturellement, sans prétention. Tout récemment, lorsque Claude Meunier, sa fameuse Petite Vie, un téléroman dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une parodie, en somme, du genre, tout naturellement, c'est dans la cuisine que la plupart des épisodes se produisent. Pourquoi? À cause d'une raison très ancienne, parce que c'était historiquement la seule pièce où il y avait de la chaleur. Bien sûr, aujourd'hui, toutes les pièces sont chauffées, mais néanmoins, les Québécois continuent à se retrouver dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'on y mange dans cette cuisine? Alors, historiquement, à cause de la rigueur du climat, on retrouve une assez faible diversité en termes de légumes et de fruits. Pour l'essentiel, les seuls animaux aussi que l'on élève, pour l'essentiel, c'est le porc. Le porc est la grande protéine du Québec. On en mange de toutes les manières. Pratiquement toutes les recettes traditionnelles de viande au Québec incluent du porc. De la tourtière au ragoût de pâte, en passant par le jarret. Les livres de recettes québécois sont pleins de recettes avec du porc. On retrouve également, bien sûr, la pomme de terre, qui est devenue depuis au moins un siècle et demi l'obligé de presque tous les repas québécois.
Même manière, le navet, qui est une plante robuste qui pousse partout au Québec et qu'on mange en abondance dans la cuisine québécoise. Et enfin, la fève, le haricot vert qu'on mange en forme de pois ou frais, de toutes les manières, à toutes les sauces. Dans cette cuisine québécoise traditionnelle, un personnage cependant se détache. C'est l'ombre du curé, le prêtre catholique. Si aujourd'hui l'Église joue un bien moins grand rôle dans la société québécoise, en revanche, au niveau historique, l'Église a laissé une profonde empreinte. Il s'agit juste de voir, par exemple, le nombre très important d'églises catholiques qui se trouvent autour de vous, soit à Montréal ou en région. L'Église catholique, et par son intermédiaire, le prêtre, pouvait entrer dans chaque maison et jouer un rôle éminent dans la vie sociale, mariant les gens, conseillant les autres, invectivant certains et laissant planer la menace du péché pour plusieurs. Avec le prêtre, on retrouve aussi un autre personnage clé dans la société québécoise, l'avocat, un individu important, prépondérant dans le village où il occupe souvent la plus belle maison. J'ajouterais aussi le médecin. Les médecins sont très importants dans la société québécoise, parmi les mieux payés, énormément estimés. Ils forment l'élite de ce petit peuple. Vous avez donc trois personnages qui ont joué un rôle éminent dans la société québécoise et qui sont encore aujourd'hui reconnus comme des professions importantes. Au Québec, on se méfie de la richesse. Les gens d'affaires, les belles voitures, tout ça impressionne peu. En revanche, on valorise davantage les gens distingués, bien élevés, qui occupent l'une ou l'autre de ces professions libérales. Je vais vous en donner un exemple assez pittoresque. Prenez par exemple la scène politique. Si on regarde les députés et les ministres qui se sont succédés au Québec, et à commencer par le premier ministre, on imagine bien qu'ils sont nombreux. Effectivement. Sur 35 premiers ministres qui se sont succédés à la tête du Québec, je vous laisse deviner combien il y avait d'avocats. Bon, il y avait bien un agronome, un assureur, un journaliste, René Lévesque, ou une femme, une travailleuse sociale, Pauline Marois. Il y a eu également 3 médecins qui ont été premiers ministres du Québec, mais rien comparé aux 27 premiers ministres qui étaient d'abord et avant tout avocats. C'est vous dire le rôle disproportionné, c'est-à-dire très important, que les avocats jouent dans la société québécoise en termes de prestige, de richesse, de visibilité, mais aussi de pouvoir politique. En conclusion, à propos de l'apport du monde rural, de le mode de vie villageois sur la culture québécoise, je retiendrai 4 éléments. Le premier, c'est la tradition égalitaire. Dans les villages et les Québécois, on retrouvait très peu de riches, mais beaucoup de gens très modestes. Par conséquent, s'est développé dans la culture québécoise une certaine méfiance envers la richesse. Et le rôle de l'État. Le rôle de l'État, le gouvernement, est très important au Québec du fait de cette tradition égalitaire, une tradition également solidaire. Parce que si l'égalitarisme est important, la solidarité ne l'est pas moins. Les distances du territoire québécois, la rigueur de l'hiver, la nature sauvage, ces éléments-là ont contribué à créer un esprit d'entraide très, très fort, encore fort aujourd'hui, en particulier à l'extérieur de Montréal. Les Québécois sont également considérés comme débrouillards, c'est-à-dire que l'isolement, la pauvreté ont développé ce qu'on appelle l'autosuffisance. Dernier trait que je soulignerais, c'est la modestie des Québécois moyens. Vous noterez qu'ils sont discrets, peu bavards, et ce trait est hérité de l'histoire et du mode de vie villageois. On est un peu quant à soi, on est modeste, on est même un peu et facilement intimidé par les autres. Ne vous en faites pas. Il demeure que le peuple québécois est profondément curieux de connaître les autres cultures. C'est juste qu'il est un peu timide au moment d'exprimer son désir d'aller à la rencontre de l'autre.